Madame, Monsieur Alphonse. Mais c'est le même sourire que tu as. Mais pourquoi tout le monde sourit comme ça? C'est le sourire de mycodestisé. Ah, oui, imaginez, avec 8500 francs seulement, tu deviens membre et copropriétaire de Mycodec. Sérieusement? Oui. Ouvrir un compte au Mycodec, c'est prendre le contrôle de tes finances et impacter ta vie et celle de ta famille. Avec 8500 francs seulement, tu n'es pas qu'un simple client. Alors, profite de cette promotion et rejoins ces milliers de Congolais au sourire mycodestisé et qui bénéficient de comptes épargne courant, carte monétique, Mycodec mobile pour son pôle et alerte SMS. Oh, Mycodec Coco, un Congolais, un compte copropriétaire avec 8500 francs seulement. Zedem. Oui, c'est réservé seulement aux Congolais? Non, c'est pour tout le monde. Je me mycodécise alors. Parfait. Allez, on y va. Comme ça, toi aussi, tu auras un sourire mycodécisé. Ça marche. Rejoignez les Mycodec dès aujourd'hui. Pour 8500 francs seulement, ouvrez votre compte et devenez copropriétaire. Ensemble, construisons un avenir radieux. Mycodec, encore plus proche de vous. Merci à tous de votre fidélité à MCR TV et bienvenue à ce journal magazine dont voici tout de suite l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Ouvrons cette édition magazine par la clôture vendredi 27 juin 2025 des travaux de la 8e session ordinaire administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire sous l'égide de sa présidente Evelyne Tchiel. Retour sur la synthèse de ces travaux dans ce reportage. 10 jours durant, les conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire ont scruté les différentes affaires soumises à leur appréciation au cours de la 8e session ordinaire administrative de leur institution. La synthèse des travaux lue par le deuxième secrétaire du dit conseil, Geoffroy Dibakala, a été suivie du mot de clôture de la présidente du bureau exécutif de ce conseil, Evelyne Tchiel, appréciant la pertinence des questions abordées. Distingués conseillers départementaux et très chers collègues, permettez-moi, au nom du bureau exécutif, de vous exprimer mes vifs remerciements pour votre participation active et votre engagement dans les travaux qui nous ont réunis. En effet, au cours de ces 10 jours, nous avons abordé des questions cruciales pour l'avenir de notre cité. Nous avons planché sur des sujets variés, allant des finances à la santé, en passant par l'éducation, tout en mettant en relief nos comptes administratifs et de gestion, clé de voûte de nos assises. Ces échanges ont été riches et constructifs, témoignant de la maturité de notre assemblée locale et notre volonté inébranlable pour faire avancer notre commune. L'occasion également pour Evelyne Tchiel d'informer les distingués conseillers de l'aboutissement des négociations engagées il y a quelque temps avec la direction interdépartementale des impôts sur l'utilisation des recettes municipales. Je voudrais profiter de cette opportunité pour porter à la connaissance du plénum du Conseil qu'après d'âpres et multiples négociations enclenchées depuis le début de notre mandature, la direction interdépartementale des impôts vient de signer la convention de service fiscal proposée par le bureau exécutif. Cette convention présente l'avantage de mieux définir les relations de travail, de collaboration et de coopération entre les partenaires à la convention. En d'autres termes, nous nous dirigeons au travers de cette convention vers une réelle transparence et mobilisation des recettes locales. À l'évidence, c'est une remarquable avancée qui vient d'être réalisée, une grande bataille qui vient d'être gagnée. Les élus locaux ont été ainsi appelés à la mise en œuvre urgente des décisions prises à l'issue de ces travaux et à la poursuite de l'élan de solidarité en vue de l'atteinte des objectifs fixés.
Et puis, le Conseil du Parti congolais du travail de l'arrondissement 3-Tietie a tenu également sa 5e session ordinaire sous l'égide de son président, Gaëtan Kodia. Retour à l'événement. Les différentes allocutions prononcées devant les membres du conseil du comité PCT du 3e arrondissement Tietie. En premier, Gaëtan Kodia sur l'engagement et la détermination. Et par la suite, Brissitois, délégué fédéral, ouvrait solennellement les travaux de cette 5e session ordinaire en ces termes. C'est un réel plaisir pour moi de représenter la fédération à ses assises et d'être l'arbitre de la manière dont vous allez examiner les documents soumis à votre attention. Le quorum étant largement atteint, les conseillers ont épilogué sur l'ordre du jour, qui par la suite a donné lieu à un communiqué final, lu par Parfait Moukouba, le chargé à la communication, dont voici un morceau choisi. À l'issue des travaux, les membres du conseil du comité ont adopté un communiqué final sanctionnant les travaux de la 5e session ordinaire du conseil du comité du Parti congolais du travail de l'arrondissement numéro 3 Tietie. Une motion de soutien au président du comité central du PCT, le camarade Denis Sassou Nguesso. Une motion de confiance au secrétaire général du PCT, le camarade Pierre Moussa. L'ordre du jour étant épuisé, le membre du comité central du PCT, président du présidium, le camarade Gaëtan Kodia, a clos les travaux. Les motions ont été rendues par Anne Mouyeye, présidente de l'OFC, et Fourier Moundebe de la FMC. Nous, membres du Parti congolais du travail du Conseil du comité du Parti d'arrondissement numéro 3 Tietie, réunis en la 5e session ordinaire ce dimanche 22 juin 2025, dans la salle de mariage du siège de l'arrondissement numéro 3 Tietie, exprimons notre soutien indéfectible au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État. Nous, membres du Parti congolais du travail du comité du parti de l'arrondissement numéro 3 Tietie, réunis en la 5e session ordinaire ce dimanche 22 juin 2025 dans la salle des mariages du siège de l'arrondissement numéro 3 Tietie, renouvelons notre confiance au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Et Gaëtan Kodia par la suite a remercié tous les membres du PCT Tietie d'avoir pris part à cette activité concernant la 5e session ordinaire du Conseil PCT de Tietie. Au sortir de cette activité, le président de ce comité a livré ses impressions au micro de la presse. Suivez. Je quitte cette session avec une conviction renforcée. Le Conseil du Parti congolais du travail de l'arrondissement 3 Tietie dispose des jeunes, des femmes et des hommes engagés. Vous avez prouvé cela aujourd'hui par votre détermination nécessaire pour relever les défis. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre participation active. Vive le Parti congolais du travail, tout pour le peuple. Rien que pour le peuple, je déclare officiellement close cette session du conseil d'arrondissement en avant avec détermination et audace. Je vous remercie. Rappelons qu'en séjour de travail dans la capitale économique, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, a patronné le mardi 24 juin la cérémonie d'ouverture des activités du Club Afrique Développement. C'était à l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire. Reportage. République du Congo, puissance portuaire et portail du bassin économique d'Afrique centrale, c'est le thème de la 4e édition de la mission multisectorielle Congo, organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ce mardi 24 juin à Pointe-Noire. Côté officiel, le mot de bienvenue du maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchikiel, puis le discours du directeur général du Crédit du Congo, qui a relevé les atouts du port de Pointe-Noire et l'intérêt de ces échanges entre investisseurs. Dans un contexte mondial marqué par la succession des crises et des turbulences, il est plus que jamais temps pour les opérateurs africains, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient publics ou privés, d'accélérer la dynamique des investissements, de mettre en place des partenariats et d'intensifier les échanges commerciaux. C'est le seul moyen pour nous d'assurer un avenir économique et social prospère à nos futures populations.
Ensuite, Mouna Kadri, directrice du Club Afrique Développement, a souligné l'évolution des rencontres à travers cette plateforme d'échange. Tandis que la marraine du programme Sifawe Congo, Kate Fotso, PDG de Telcar Kokoa, a exhorté les femmes à oser, à innover et à professionnaliser leurs projets. Pour sa part, Christian Yoka, ministre de l'économie et des finances, il a appelé les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires offertes par la République du Congo. Aussi, pour lancer officiellement le programme Sifawe Congo 2025, un prix a été décerné à l'entreprise Das Building, dirigée par Rachel Dibou, par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui a rassuré le secteur privé sur la stabilité qui règne au Congo. Nous croyons fermement que le développement économique n'est véritablement durable que lorsque toutes les composantes de la société sont engagées. Ces efforts et ces avancées doivent être salués et reconnus comme le fruit de la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et je voudrais rassurer les opérateurs, les chefs d'entreprise, les investisseurs, que c'est la première et principale ressource qu'ils auront en République du Congo. Chef d'entreprise œuvrant dans le domaine du service, Rachel Dibou a exprimé la volonté de la femme congolaise ayant osé dans l'entrepreneuriat. Très heureuse, très impressionnée, très surprise. Vu mon parcours, moi je sors de nulle part et arriver là au milieu des officiels, avoir un trophée, je peux que rendre grâce à Dieu. Enfin, un panel de haut niveau sur le bassin économique d'Afrique centrale, autoroute d'opportunités de trade et investissement, a été animé par Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Annick Patricia Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, et Dimitri Voyamadé de la Congolaise industrielle du bois, avant la séance B2B entre les investisseurs. Les activités de la 4e édition du Club Afrique Développement se sont poursuivies mercredi en matinée, cette fois-ci avec la visite des installations du port autonome. Retrouvons Jérémy Bakwa. Les participants à la 4e édition de la mission multisectorielle Congo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ont eu le privilège de visiter ce mercredi 25 juin en matinée les installations du port autonome de Pointe-Noire. Une visite guidée supervisée par le capitaine de vaisseau Alain Kwangoulou, directeur des opérations maritimes, commandant du port. Les navires de 400 mètres ont une largeur plus grande que les navires de 300 mètres, donc ne sont pas dimensionnés pour ces portiques. C'est pour ça qu'il faut un nouveau quai et avoir un navire plus long mais aussi plus profond. Voilà, là-bas on est sur les 16 mètres et là on aura sur 17-18 mètres. Et avec l'achèvement de ce terminal, on passera à 2 millions de conteneurs. Des visiteurs, impressionnés par le niveau de modernisation de cette plateforme portuaire, ont apprécié cette visite. Nous constatons nous tous que le port de Pointe-Noire est le premier port de l'Afrique centrale. Ça n'a rien à faire. Et puis son extension va à une vitesse fulgurante. Et ça c'est très appréciable pour toute l'Afrique centrale. Franchement, j'ai beaucoup apprécié parce que chez nous, il n'y a pas de port au Mali. Ici, j'ai visité dans quelques pays, le Sénégal, même le Gabon, j'ai visité, mais j'ai beaucoup admiré ce qui se passe ici, les installations, vraiment c'est très vaste. De même pour Dimitri Voyamadé, directeur de la Congolaise industrielle du bois CIB située à Pokola dans la Sangha. Ce port lui permet d'exporter sa plus grande quantité de bois transformé et conteneurisé. La CIB est là aujourd'hui parce que la CIB est un acteur très important dans l'économie congolaise. Une société qui a une grande capacité de séchage de bois en Afrique. On a aujourd'hui 57 séchoirs et probablement dans quelques mois, on va en avoir 65. Donc c'est une grande capacité, on parle de près de 65 000 m3 de bois conteneurisé, donc empoté dans des conteneurs et qui passe principalement par le port autonome de Pointe-Noire. Dans l'après-midi, un masterclass sur le commerce, l'investissement et les enjeux multiculturels animé par un banquier d'expérience, Alexandre Bézio, directeur général de SCB Cameroun, a couronné les activités menées durant 2 jours dans la ville économique.
Cette semaine a été également marquée par le calvaire des transporteurs dû à la pénurie de carburant. On a pu remarquer aux alentours des stations des longues files d'attente des véhicules personnels ainsi que des transporteurs en commun suite à cette situation. Regardons plutôt ces images. C'est une situation on ne peut plus difficile pour les Ponténégrins face à la sempiternelle problématique de la pénurie du carburant. Dans les stations-service comme sur les artères principales, les longues files d'attente des chauffeurs de taxi illustrent bien la difficulté. La pénurie a commencé, je crois, depuis la semaine dernière, quand il y a eu succession de fériés. Et le mercredi, on est parti dans la rupture. Certains y sont depuis plusieurs jours, passant les nuits à la Belle Étoile, dans l'espoir de trouver du carburant. Un manque à gagner pour ces chauffeurs qui n'arrivent plus à fonctionner. Depuis 2 jours de cela, on dort ici, on se réveille. Il n'y a pas de carburant. Donc vraiment, le transport est devenu très très difficile. Le cours c'est devenu 1500, 2000. Donc on n'a pas de carburant. On nous dit seulement que non, il n'y a pas de carburant. Attendez. Ça nous préoccupe parce qu'on ne comprend pas. On est un pays pétrolier. Donc les ruptures viennent, on ne prévoit pas. Donc, les grandes personnes, ils dorment à la station. Les autres dorment 2 jours à la station, ils n'ont rien. C'est un manque à gagner. Dans certains arrêts de bus, l'attente des passagers est longue en raison des difficultés de transport en commun liées à cette pénurie du carburant qui alimente le phénomène de demi-terrain chez les chauffeurs de bus qui, pourtant, utilisent du gaz-oil. Et puis en santé, la timide reprise des services dans les grands hôpitaux de Pointe-Noire. Malgré la suspension de cette grève la veille, quelques patients ont eu du mal à entrer en contact avec les spécialistes ou à se faire soigner comme il se devait. Retour sur ces réactions de quelques patients trouvés à l'hôpital général Adolphe Cissé. Malgré l'annonce depuis dimanche 22 juin 2025 de la suspension de la grève du personnel soignant des 3 hôpitaux généraux de Pointe-Noire, l'inquiétude des patients reste grande quant à leur accueil dans ces structures sanitaires. Gaylor Tekou, par exemple, n'a pas pu accéder à un spécialiste pour sa femme ici à l'hôpital général Adolphe Cissé après avoir vécu la même chose à Luandili dans la matinée de ce lundi 23 juin. Là, par exemple, j'ai amené ma femme, mais on ne peut pas voir le médecin. Nous subissons énormément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller où maintenant? Je suis passé d'abord à Luandili, c'est la même chose. Et à Batra aussi. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je trouve ça bizarre. On ne paye pas les médecins et les infirmières. Ils n'ont pas de salaire. C'est pour cela que nous sommes comme ça. On est un peu négligé, mais ce n'est pas normal. Les médecins ne sont pas payés. On doit payer les médecins quand même. Ils sont quand même des médecins, ils aident quand même de vie des populations. Un syndicaliste interrogé sur l'issue des pourparlers avec les autorités revient sur les conditions de la suspension de cette grève des hôpitaux. La grève est suspendue parce que dans nos revendications, nous avons demandé à recevoir les 2 mois en cours, c'est-à-dire le mois d'avril et de mai. Maintenant, en dehors de ça, nous avions des revendications que nous avons adressées à l'endroit de notre gouvernement. Ces revendications étaient le paiement des mois de l'année 2024. L'année 2024, nous avions 3 mois impayés. Pendant que nous parlons, le mois de mai, il a été viré. Donc il reste juste que véritablement nous le recevions dans nos assiettes. Après les pourparlers avec le gouvernement, nous avons demandé à ce que les banderoles soient enlevées. Ces grèves à répétition dans le secteur de la santé au Congo préoccupent les acteurs de la société civile et autres observateurs de la vie du pays pour qui des conclusions durables devraient être trouvées. Le gouvernement est le garant de la vie et la sécurité des habitants de la population. Ils doivent nous garantir une vie saine. Prouver que ces hôpitaux sont en grève, c'est une difficulté pour la population. Ça touche directement au droit à la vie de toutes ces populations vulnérables, mais plus largement également les droits économiques et sociaux qui mettent en avant le droit à la santé, donc l'accès à des soins de qualité, à des soins qui soient des soins adéquats. Et c'est la mission du gouvernement, des autorités, que de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir garantir un accès qui soit un accès de qualité
en faveur des populations. Quoique informés de la suspension de la grève pour la plupart, les Ponténégrins ont manifesté ce lundi une timide fréquentation des grands hôpitaux, espérant que ce genre de situation ne se reproduise plus. Justice et droit, deux notions importantes qui régulent et délimitent les relations humaines. Les rapports qui existent entre ces deux concepts dans ce reportage de Saint-Cyr Mafouta Paris. Cette distinction est plus qu'essentielle dans les sociétés libres où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà pourquoi le droit est un outil pour organiser de manière à ce que chacun connaisse les limites et les libertés de ses actions. Le libellé suivant est fait par Maître Paul Bernard Batia, notaire de profession. Le droit et la justice, je le disais, sont intrinsèquement liés. Ça doit faire d'abord il n'y a pas du tout de distinction dans le droit. Dans la justice, il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi il y a des tribunaux qui sont là pour appliquer, pour veiller au respect des dispositions de la loi. On ne va pas parler de droit sans parler de justice. Ce sont les règles qui régissent alors le fonctionnement, sinon le mode de fonctionnement de cet endroit-là, ou sinon de ce domaine. Le droit se présente entre droit naturel et positif, a renchéri ce dernier. Le droit est un domaine qui bouge. Ce n'est pas figé. Aujourd'hui, nous voyons avec l'apparition, par exemple, des réseaux sociaux, il faut adapter les sociétés face à ces nouveaux objets. La justice est une vertu fondamentale et source de cohésion sociale. Le droit constitutionnel, là, je l'ai dit, dans le cadre public, ce qui régit une nation, c'est la règle suprême d'une nation. Le droit civil régit donc les rapports des individus au sein d'une société. Le droit pénal, c'est le droit, ça sanctionne pénalement les fautes. Donc tout citoyen qui n'est pas en règle, qui commet des infractions, ils sont pénalement sanctionnés. Les crimes, les infractions, tout cela, ça rentre dans le cadre du droit pénal. Le mariage, vous avez, ici au Congo, nous avons le code de la famille. Ainsi, la justice et le droit, par leur commutativité, sont des piliers fondamentaux de la démocratie, permettant aux citoyens de vivre en sécurité et de faire valoir leurs droits dans la société. Parlons de la situation des veuves en République du Congo qui s'améliore avec notamment l'application de la loi Mouébara récemment promulguée dans le pays, à en croire les propos des acteurs du droit et activistes. Suivez. En Afrique subsaharienne, la plupart des veuves se heurtent à des défis juridiques et culturels importants. En République du Congo, les lignes semblent bouger depuis la promulgation de la loi Mouébara, nous confie Jessica Mamoni Goma, magistrate. Il faut déjà constater que de plus en plus de veuves connaissent leurs droits, de plus en plus de veuves savent qu'elles sont protégées par la loi. Nous le savons, les veuves subissent énormément de violences. On parle de violences physiques, notamment avec les rites. Et la loi Mouébara, donc, que nous avons depuis 2022, vient pour compléter ce qui avait déjà été dit, vient pour renforcer, vous savez, cette protection en détaillant davantage toutes ces violences. C'est bien que nous ayons cette loi qui vient pour dire que si nos traditions constituent des violences à l'égard des femmes, bien, il y a un sérieux problème parce que ces actes-là sont donc prévus et punis. Les associations ne restent pas en marge de ces avancées significatives enregistrées en matière des droits des veuves à travers leurs actions. Dans son point focal où elle écoute et accompagne les femmes et les filles, Bernadette Defangayaou nous parle de son combat. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on parlait hier, des rides dégradants du veuvage, on ne fait plus. On n'entend plus parler, vous voyez. Et aussi, lorsqu'on obligeait la veuve ou le veuf à épouser soit sa sœur, soit le frère de son mari, vous voyez, tout ceci ne se fait plus. Donc il y a quand même un grand changement depuis, je veux dire, l'arrivée surtout de cette loi, la loi Mouébara. Si le cas est dénoncé, nous on arrive sur place
pour essayer de travailler. Parce que vous savez, on travaille toujours avec les chefs du quartier, et nous arrivons pour essayer de recadrer, de dire non, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Et puis nous, ensemble, on recadre et puis ça va de l'avant. Voilà. Nous sommes déjà, je crois, à plus de 200 veuves que nous avons gérées. Donc et là, pour nous, le point focal, pour nous, pour la loi Mouébara, moi, personnellement, je suis très satisfaite. Ainsi, les acteurs du droit, tout comme les activistes, insistent sur la poursuite des efforts de la vulgarisation et de la sensibilisation des femmes en vue d'une lutte plus efficace pour les droits des veuves. Dans le département du Niari, l'actualité a été marquée cette semaine par la tenue de la deuxième session administrative extraordinaire du conseil municipal de Mont-Saint-Jean, qui s'est ouverte mercredi 25 juin 2025. La cérémonie s'est tenue dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, en présence des corps constitués de cette ville. Nadine Diolokati nous fait le point. La deuxième session administrative extraordinaire du conseil municipal de Mont-Saint-Jean s'est ouverte ce mois de juin 2025 dans un contexte tout à fait particulier. En effet, cette session est cumulative des deux précédentes, celles de février et de mai, qui n'ont pas pu se tenir en raison de la grave crise financière traversée par le pays. Cette session se tient avec 5 points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels 5. Examen adoption des affaires ci-après. Les TITA, compte administratif 2024. Les TIB, compte de gestion 2024. Les TIC, projet de budget exercice 2025 et ses documents annexes. C'est le vice-président du conseil municipal, prenant la parole au nom du député maire et président du conseil municipal de Mont-Saint-Jean, François Ndouna, en mission, qui a prononcé l'allocution d'ouverture. Dans la salle de l'hôtel de ville, il a tenu à souhaiter la bienvenue aux participants tout en dressant un tableau réaliste de la situation. Il a rappelé les réalités difficiles du quotidien que vivent les populations de Mont-Saint-Jean sans occulter les efforts déployés par le bureau exécutif pour éviter un immobilisme total, et a appelé une fois de plus les conseillers municipaux à faire preuve d'abnégation afin de relever les nombreux défis auxquels la collectivité est confrontée. Nonobstant cette dure réalité, nous avons offert quelques services de base à la population en y améliorant certaines infrastructures et en mettant un accent particulier sur l'assainissement. Cependant, au niveau de l'administration municipale, nous regrettons tous la situation des salaires impayés des agents municipaux qui, bien entendu, est un facteur de démotivation qui met en mal la commune entière. Pour terminer mon propos, je rends un hommage mérité à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et au gouvernement de la République, qui ne cesse de tout mettre en œuvre afin que le processus de décentralisation soit un gage sûr du développement au Congo. Sur ce, tout en vous souhaitant plein succès à nos assises, et au nom du président du conseil municipal, député maire de la ville de Mont-Saint-Jean, je déclare ouvert les travaux de la session administrative extraordinaire du conseil municipal de Mont-Saint-Jean. Je vous remercie. En sport, le Congo réintègre le CHAN édition d'août 2024 et la FECOFOOT s'attelle à la réorganisation du staff technique avec la nomination de Barthélemy Ngatsono à la tête des Diables Rouges A'. Le technicien congolais a dans la foulée dévoilé la liste des sélectionnés. Triblan Gaimbo. Familier des A', Barthélemy Ngatsono reprend de service chez les Diables Rouges locaux. Une confiance renouvelée par la FECOFOOT aux côtés de Cédric Nanitelamio avec pour effet immédiat sa liste des sélectionnés pour le CHAN 2024. Le technicien congolais a fait confiance aux expérimentés comme le défenseur Béranger Itoa et Prince Mwanza Mapata de l'Asso Toyo, enrôlés avec quelques têtes de l'AC Léopard, l'Interclub l'Étoile du Congo et le Red Star de la Ligue 2. Si son milieu de terrain revêt des joueurs entièrement issus de la Liga, en attaque, Ngatsono a composé avec des révélations de la saison 2023-2024 comme Koto Mignon de l'Interclub et son compère Jafé Loamankou, tous deux de gros poisons des défenses de Ligue 1.
Puis c'est sans compter les présences de Deshan Ryan Moussavou de l'AS Léopard, Elion Zono de l'AS Otoyo et un autre expérimenté de cette sélection, Wilfried Kaya, lui aussi de l'AS Otoyo. Chez les gardiens, c'est un trio composé de Simon Ulrich Somba de l'AS Otoyo, de Christophe Fresnel de l'Étoile du Congo et Chelsea Prince Exaucé du Red Star. Il faut noter que Charlie Congo Landou de l'AS Cheminot est le seul pontonégrin sélectionné. Cette actualité sportive marque la fin de ce journal magazine réalisé par Chris Okissa dans une coordination de Jérémy Bakwa. Merci à tous de l'avoir suivi. MCR TV, notre